Walton-on-Thames, United Kingdom. Une petite ville calme de l'Est d'Angleterre. Un endroit où il ne se passait presque jamais rien. C'est ici que Kate Bigley, âgée de 32 ans, a été signalée disparue. Elle ne s'était pas présentée au travail. Elle ne répondait plus aux appels. Son père savait qu'elle était sortie la veille au soir et a décidé de vérifier que tout allait bien. Mais Kate était introuvable. Elle avait également manqué un rendez-vous prévu. Cela ne lui ressemblait absolument pas, alors son père a contacté la police. Ses amis se sont rapidement mobilisés pour les recherches. Ils ont placardé des affiches dans tout le secteur et créé un groupe Facebook afin de diffuser toute information concernant sa disparition. Kate était décrite comme une personne gentille, responsable et pleine de joie de vivre. Elle occupait un poste important chez Centrica, possédait un large cercle d'amis et adorait voyager. Disparaître volontairement n'était tout simplement pas dans sa nature. Et même si Walton-on-Thames était considérée comme une ville paisible, les habitants se souvenaient encore du meurtre très médiatisé de Millie Dowler, âgée de 13 ans, qui avait bouleversé tout le pays quelques années auparavant. Son meurtrier n'avait pas encore été arrêté à cette époque, et la peur ainsi que la tension demeuraient dans la ville. Puis quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Les amis de Kate ont commencé à recevoir des messages depuis son téléphone. Officiellement, ils venaient d'elle. Mais les mots paraissaient inhabituels. Ce n'était pas sa façon de communiquer. Lors de la perquisition de son domicile, la police découvre un second téléphone. Dans les contacts figure un homme nommé Carl. C'était avec lui que Kate avait rendez-vous la veille de sa disparition. Et presque personne ne savait qui il était. Les amis, je vais vous interrompre une minute. Je suis très curieux de savoir d'où vient mon audience, alors j'aimerais vous demander de me dire depuis quelle ville vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Merci de votre attention, écrivez-le dans les commentaires et je continue. Il s'appelait Carl Taylor. Depuis plusieurs années, il vivait dans un petit appartement à Covent Garden. Il avait un casier judiciaire, mais rien d'assez grave pour susciter immédiatement l'inquiétude. En 2002, il avait été condamné pour fraude. Cette même année, il avait tenté de mettre fin à ses jours en sautant d'un pont, mais il avait été secouru. Sur le téléphone de Kate, les enquêteurs découvrent des messages échangés entre eux. C'est là qu'ils avaient convenu de leur rendez-vous. La police décide d'appeler Carl immédiatement, et à leur grande surprise, il répond. Carl confirme avoir passé la soirée avec Kate. Selon lui, elle l'avait conduit jusqu'à Twickenham, après quoi il avait pris un bus pour rentrer chez lui. Il affirmait ne plus l'avoir revue ensuite. Mais très vite, son récit commence à poser problème. Les policiers interrogent sa mère, qui leur révèle un détail étrange. Le matin du 31 mai, Carl est arrivé chez elle au volant d'une Volkswagen Golf qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et ce matin-là, il lavait cette voiture. Mais c'était un mensonge. La Volkswagen Golf appartenait à Kate, et Kate avait déjà disparu. S'il ne l'avait plus revue après leur rendez-vous, pourquoi sa voiture se trouvait-elle en sa possession? Et pourquoi ne l'avait-il pas immédiatement signalée à la police? Les enquêteurs découvrent ensuite que la voiture n'était pas le seul bien de Kate entre les mains de Carl. À 6h15 du matin, il avait donné à sa mère des chèques cadeaux qui se trouvaient dans la boîte à gants de Kate. Plus tard, il a vendu à un ami un téléphone qui lui appartenait également. Il se vantait aussi de sa nouvelle voiture. Des caméras de surveillance ont filmé la Volkswagen de Kate peu avant minuit. Le véhicule circulait dans la direction opposée à son domicile et la conduite a été décrite comme erratique. À chaque heure qui passait, la situation paraissait plus inquiétante. Les enquêteurs ont commencé à craindre que Kate ait déjà subi un grave préjudice. Carl Taylor, âgé de 27 ans, pratiquait les arts martiaux, travaillait comme entraîneur de football et instructeur de fitness. Il était physiquement puissant, et maîtriser Kate n'aurait représenté aucune difficulté pour lui. La police décide alors de le placer en garde à vue pour l'interroger. Si tout cela n'était qu'un malentendu, il avait l'occasion de s'expliquer. Mais un problème surgit. L'homme qui avait répondu si rapidement aux policiers ce matin-là avait désormais disparu. Il ne décrochait plus son téléphone et ignorait tous les appels. Carl se doutait probablement de l'identité de ceux qui cherchaient à le joindre. Les agents décident alors d'essayer autre chose. Ils l'appellent depuis un numéro personnel. Cette fois, il répond. Carl répète la même histoire, mais évite les détails. La police lui explique qu'elle souhaite recueillir une déclaration officielle en personne. C'est alors qu'il propose de les rencontrer lors d'une fête à Holland Park où il prévoyait de se rendre ce soir-là. Cela paraît étrange. La femme avec laquelle il venait de passer un rendez-vous venait de disparaître. Il conduisait sa voiture. Pourtant, il se comportait comme si rien ne s'était produit. Lorsque les policiers arrivent, ils emmènent Carl dans une pièce séparée pour discuter. Mais la situation ne fait qu'empirer. Il reste vague, esquive les réponses et semble de plus en plus nerveux. Pendant ce temps, l'appartement se remplit de monde. L'alcool coule à flot. Ce n'est clairement pas l'endroit idéal pour un interrogatoire.
Le comportement de Carl commence également à changer. Il devient plus agressif et visiblement irritable. Les policiers commencent à s'inquiéter pour leur propre sécurité. La décision est prise de l'arrêter. En attendant les renforts, un détective invente un prétexte pour faire sortir Carl de l'appartement et l'emmener vers un véhicule de service. Celui-ci ne se doute de rien. Dès qu'il s'assoit dans la voiture, il est arrêté pour l'enlèvement de Kate Bigley. Carl est ramené à Walton et l'affaire est confiée aux enquêteurs spécialisés dans les crimes majeurs. La police comprend que si Kate est encore en vie, il reste très peu de temps. Mais Carl continue de répéter la même version des faits. Et lorsque Kate demeure introuvable, il est de nouveau arrêté, cette fois pour meurtre. Lors du nouvel interrogatoire, il se mure dans le silence. À chaque question, une seule réponse. La police obtient l'autorisation de prolonger sa garde à vue afin de disposer de davantage de temps pour l'interroger. Mais Carl continue à répéter la même phrase, sans commentaire. Il n'explique pas pourquoi il conduisait la voiture de Kate. Il n'explique pas non plus les images de vidéosurveillance qui le montrent dans une station-service. Cette nuit-là, il n'a acheté qu'une livre sterling de carburant. Tout cela dessine un tableau de plus en plus sombre, mais il manque toujours aux enquêteurs l'élément essentiel, des aveux ou l'endroit où se trouve Kate. Carl est ramené dans sa cellule. Le dimanche soir, il est autorisé à téléphoner une dernière fois à sa mère. Après cet appel, les enquêteurs décident de tenter un nouvel interrogatoire. Détective Chief Inspector Mark Preston n'avait pas dormi depuis plus de 24 heures. Il venait de rentrer chez lui et s'était couché lorsque son téléphone a sonné. L'appel venait du commissariat. Carl Taylor avait décidé de parler. Il a avoué le meurtre et il a accepté de montrer l'endroit où il avait abandonné le corps de Kate. Selon lui, il voulait s'emparer de sa voiture. Lorsque Kate a commencé à résister, il l'a attaquée avec un couteau. Mais pour les enquêteurs, cette version semblait peu crédible. Carl était beaucoup plus fort que Kate, pratiquait les arts martiaux et pouvait facilement la maîtriser sans arme. Alors pourquoi avait-il apporté un couteau à leur rendez-vous ? La police ne croyait pas à son récit. Carl affirme avoir laissé le corps près de Watford, dans le Hertfordshire. Hertfordshire Police est immédiatement associé à l'opération. Il est déjà bien après minuit lorsqu'un convoi de véhicules de police prend la direction de Watford. Tout le trajet est enregistré en vidéo et en audio afin de ne perdre aucun détail. Carl est assis dans une voiture et donne des indications au fur et à mesure. Mais personne ne sait s'il dit la vérité. Finalement, Carl conduit les policiers jusqu'à la réserve naturelle d'Oxy Woods. Il fait sombre. Tout est silencieux. Autour d'eux, uniquement des arbres et des orties. Il descend du véhicule et guide les policiers plus profondément dans la réserve. Et c'est là que l'affaire de disparition prend fin. À 3 heures du matin, le corps de Kate est retrouvé. Elle repose nue parmi les orties. Le secteur est immédiatement bouclé et les techniciens en criminalistique commencent à recueillir les preuves. Dans un communiqué, la famille de Kate déclare qu'elle était une personne aimante, attentionnée et profondément dévouée, sincèrement aimée de ses proches et de ses amis. Ses parents déclarent « Kate manquera chaque jour et en toute chose à tous ceux qui l'ont connue ». Peu après, des personnes commencent à déposer des fleurs à l'endroit où son corps a été retrouvé. Sur l'un des messages, on pouvait lire « Le corps de Kate était tellement mutilé et la chaleur avait déjà provoqué le début de la décomposition qu'une identification formelle était d'abord impossible. L'identification a dû être réalisée grâce à une analyse ADN. Ses vêtements avaient été retirés et son corps avait été lavé. Hormis le corps lui-même, les enquêteurs ne trouvent presque rien sur place, ni arme du crime ni effet personnel de Kate. Plus tard, les enquêteurs établissent que Carl avait jeté le couteau depuis sa voiture alors qu'il circulait sur l'autoroute après s'être débarrassé du corps. Par miracle, la police parvient à retrouver le couteau ainsi qu'une partie de ses vêtements. Du sang de Kate est retrouvé sur la lame. Les enquêteurs découvrent également que les bouteilles d'eau conservées dans la voiture avaient servi à laver son corps. La police retrouve aussi la Volkswagen Golf de Kate. Carl accepte lui-même de montrer où il l'a abandonnée. Les résultats de l'autopsie sont terrifiants. Plus de 30 coups de couteau au cou, à la tête et au visage. Pour la famille, c'est un choc dévastateur. Mais le procès les attend encore. Par la suite, Carl accepte de montrer l'endroit de l'agression. Il conduit la police jusqu'à un pub de Richmond Hill où lui et Kate s'étaient rendus ce soir-là. C'est là, selon lui, qu'il l'a attaqué. Du sang est découvert sur les marches et les rambardes à proximité. Les analyses confirment qu'il s'agit du sang de Kate. Carl Taylor est alors officiellement inculpé pour meurtre. Mais au procès, il change soudainement de version. Désormais, Carl affirme avoir agi en état de légitime défense et prétend que Kate s'est elle-même donné la mort. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent d'explorer toutes les pistes possibles.
La police retourne même à Oxy Woods à la recherche d'indices pouvant suggérer un mobile sexuel, mais aucune preuve de ce type n'est découverte. On apprend plus tard qu'en prison, Carl s'est lié d'amitié avec Levi Belfield, le meurtrier de Millie Dowler. Selon l'ancienne enquêtrice de Scotland Yard Laura Richard, les deux hommes discutaient de leur futur procès et cherchaient à manipuler le système. Le procès de Carl Taylor se déroule à Old Bailey Courthouse à London, l'un des tribunaux les plus célèbres du Royaume-Uni. La salle est comble, remplie de personnes attendant le verdict. Malgré ses aveux et les preuves accumulées contre lui, Carl continue de clamer son innocence. L'accusation rappelle au tribunal que c'est Carl lui-même qui a conduit la police jusqu'au corps de Kate et décrit en détail l'agression. Les jurés découvrent également comment leur histoire avait commencé. Carl et Kate s'étaient rencontrés dans un club du centre de London et avaient convenu d'un rendez-vous à Richmond Hill quelques semaines plus tard. Après cela, ils se sont installés sur un banc au bord de l'eau. Carl était venu avec une paire de ciseaux et un couteau de cuisine dissimulé dans sa manche. Carl Taylor décide de témoigner pour sa propre défense. Il affirme que Kate était une femme gentille et agréable, mais qu'elle traversait une période émotionnellement difficile et qu'elle avait l'intention de mettre fin à ses jours. Il soutient avoir tout fait pour l'en empêcher. Cependant, ses blessures étaient si graves qu'elle n'aurait physiquement pas pu se les infliger elle-même sans s'effondrer ou perdre connaissance. Le procureur roule une feuille de papier pour imiter un couteau, la tend à Carl et lui demande de montrer devant le juge, les jurés et le public comment Kate aurait pu se porter plus de 30 coups au visage, à la tête et au cou. Il refuse. Le juge Giles Forrester lui rappelle qu'il ne dirige pas le procès et qu'il doit se conformer aux demandes du tribunal. Sa tentative de démontrer comment Kate se serait prétendument blessée elle-même est décrite comme absurde et humiliante. Il déclare devant la cour « Après cela, selon ses propres dires, il a traîné son corps jusqu'à sa voiture. Ce n'était ni un geste impulsif, ni une réaction de panique. C'était une action méthodique, nécessitant un effort physique et une froide détermination. À cet instant, il ne cherchait plus simplement à dissimuler des preuves. Il prenait consciemment des mesures pour s'éloigner de la scène du crime. Le calme des lieux et la banalité de l'environnement contrastaient brutalement avec ce qui venait de se produire. Lorsque les caméras de surveillance l'ont filmé entrant dans une station-service pour acheter une livre sterling de carburant, le corps de Kate se trouvait dans le coffre. Vu de l'extérieur, tout semblait ordinaire. La voiture s'est arrêtée près d'une pompe. Une transaction rapide. Aucun signe d'agitation. Aucune inquiétude apparente. Mais les images ont révélé un détail terrifiant. À cet instant précis, la preuve du crime le plus grave se trouvait dans son véhicule. Ce fait est devenu plus tard l'un des éléments les plus sombres évoqués au procès, car il démontrait à quel point il avait agi avec calme après les faits. Au cours du procès, il est également révélé que Carl Taylor avait écrit une lettre à la famille de Kate depuis sa cellule au Staines Police Station. Les détectives ont décidé de ne jamais transmettre cette lettre à la famille. Ils savaient que son contenu ne ferait qu'ajouter à leur souffrance. La lettre est donc restée dans le dossier de l'affaire et n'a jamais atteint ses destinataires. Lorsque les jurés se retirent pour délibérer, un silence tendu envahit la salle d'audience. Le temps semble s'écouler avec une lenteur insupportable. Moins de 2 heures plus tard, ils reviennent. Le verdict tombe, bref, et sans ambiguïté. Carl Taylor est coupable. L'émotion explose immédiatement dans la salle, certains pleurent, d'autres crient. Des mois de tension et de douleur éclatent enfin au grand jour. Carl Taylor est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté minimale de 30 ans sans possibilité de libération anticipée. Mais pour la famille de Kate, cela ne constitue pas une véritable fin. Au moment du prononcé de la peine, le juge Forrester lui déclare « Il le qualifie également d'arrogant, manipulateur et extrêmement dangereux. » Today, flowers mark the spot close to where she died. One message reads, "We miss you, Kate, and wish you were still this side of the rainbow." Après l'annonce du verdict, le père de Kate s'exprime devant le tribunal. I speak for us all when I say our lives will never be the same again. Our family has been devastated and life seems empty and meaningless without Kate. À l'issue de l'affaire, plusieurs enquêteurs de Surrey Police et de Metropolitan Police sont officiellement récompensés pour leur travail sur l'enquête. Pendant de nombreux mois, ils ont reconstitué, étape par étape, ce qui était arrivé à Kate. Le commissaire adjoint Craig Denholm déclare que cette affaire s'étendait sur plusieurs juridictions policières et nécessitait une coordination considérable entre les différents services. Selon lui,
C'est ce travail d'équipe acharné qui a permis d'obtenir une condamnation à perpétuité contre Carl Taylor. Mais même après le procès, l'horreur de cette histoire n'a jamais disparu. Ce que Kate a vécu durant les dernières minutes de sa vie est presque impossible à imaginer. Et le sang-froid avec lequel Carl s'est débarrassé du corps et a effacé les traces n'a fait que renforcer le caractère glaçant de cette affaire. Dans ses actes, il n'y avait aucune panique. Seulement du calcul. Et même si la justice l'a condamné à la prison à perpétuité avec une période minimale de 30 ans, cela n'a jamais constitué une véritable conclusion pour la famille de Kate. Aucun verdict ne la ramènera. Pour ses proches, c'est aussi une condamnation à perpétuité, mais sans possibilité d'allègement, ni de fin.